Bonsoir les amis. Ce soir, enfin aujourd'hui, je ne sais pas quand je vais le diffuser, c'est la suite des chroniques d'un chercheur de vérité, des chercheurs de vérité avec Gérard Desforges. Normalement, j'ai même plus besoin d'intervenir sur cette série. Ma chaîne est ouverte à Gérard Desforges. Sauf que j'avais envie de la faire car vous êtes un public exceptionnel. J'arrêterai pas de le dire, de le répéter. J'ai vraiment de la chance de vous avoir. Car pour le premier numéro où Gérard s'est présenté, vous avez ému Gérard Desforges. Vous allez le voir dans ce qu'il va dire, parce que quand il a vu le nombre de vues, quand il a vu les commentaires, ça lui a fait beaucoup de bien, ça lui a mis du baume au cœur, ça lui a aussi mis une pression. Gérard Desforges est quelqu'un de fantastique. J'aimerais être comme lui à 80 ans. Car il fait tout seul, il fait ses montages tout seul, il m'envoie les vidéos, tout est fait, j'ai rien à faire, c'est juste exceptionnel. Et c'est d'autant plus formidable ce qu'il fait car il ne l'avait pas dit, mais il prépare une énorme conférence début septembre où dans cette conférence, il va mettre, ça va être l'apogée de toutes ses recherches. Voilà. Et bien entendu, il nous en fera profiter. D'ici là, profitez de ces chroniques. Celle qui va suivre va vous plaire. Vous allez voir ce que c'est vraiment le travail d'un chercheur de vérité, d'un enquêteur sur le terrain. J'ai failli ne pas respecter ma parole et faire quand même des coupes à sa vidéo, car il me gêne un peu, il me lance un peu trop de fleurs. Je n'ai pas l'habitude de recevoir autant de fleurs. Merci Gérard, merci beaucoup. Merci à vous, public exceptionnel. À la prochaine, à bientôt, bisous. Voilà. Nous sommes donc à l'orée de la présentation du deuxième opus de mes petites chroniques. Et avant cette présentation, j'ai décidé de réaliser cette petite introduction pour la raison suivante. Lorsque 3 jours après la mise en ligne de cette vidéo, je suis allé sur le site de Sylvano pour voir un peu comment les choses se passaient, parce que c'était tout nouveau pour moi, cette formule. Quelle n'a pas été ma stupeur, ma stupéfaction de constater qu'il y avait eu plus de 11 000 vues, plus de 350 commentaires, et des commentaires plus gentils, élogieux les uns que les autres. Ça m'a complètement sidéré et interrogé. Parce que cela sous-entend une espèce de grosse attente. C'est ultra sympathique, ultra valorisant pour moi, bien sûr, je ne le nie pas, mais je voudrais que les choses soient un peu recadrées. Je ne pourrais pas faire beaucoup de ce genre de chroniques. Elles auront toutes une caractéristique commune et je crois importante. J'en ai discuté avec Sylvano. Ce que je vais présenter, je ne l'ai jamais fait comme ça. C'est disons, quelque chose de complètement inédit, original. Vous ne trouverez ça nulle part. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant de le présenter, parce que cela aidera à comprendre autre chose. Je vais m'expliquer très rapidement.
il existe sur YouTube, sur la toile, un certain nombre de documents concernant mon activité, des conférences et d'autres choses. À quoi ça servirait de faire des doublons alors qu'il suffit d'un clic pour accéder en tapant mes noms et prénoms sur YouTube, sur Google ou un autre moteur de recherche, vous trouverez exactement la même chose. Mais ce que vous trouvez là, en ce moment, dans les quelques prestations que je vais présenter donc sur la chaîne de Silvano Trotta, ça, vous ne le trouverez nulle part. Et quand je vais essayer, et quand j'aurai estimé que j'ai fait le maximum pour essayer de faire comprendre ce à quoi je suis arrivé en finale, à ce moment-là, toute activité dont vous pourrez prendre connaissance, tout s'éclairera. Parce qu'en fait, j'arrive au bout d'une recherche et j'arrive à des convictions qui me semblent importantes et qui rejoignent donc ce que des chercheurs beaucoup plus diplômés, émérites que je ne le suis moi-même, eh bien, il y a une concordance qui me réjouit parce que je pense avoir à ce moment-là apporté un petit plus, ma petite pierre à la connaissance. D'autres, cette petite pierre, vont la valoriser par leur propre talent, leur propre science, leur propre découverte. Donc je fais partie d'un mouvement émancipatoire, en quelque sorte, de la connaissance, et ça, croyez-moi, c'est extrêmement valorisant. Donc, merci à tous, vraiment, ça me touche beaucoup, ce que vous avez écrit, votre attente affectueuse, intelligente et réfléchie, ça me touche énormément, et je dis encore merci à Silvano Trotta de permettre à tout cela d'éclore et de s'épanouir. Bonjour. Cette diffusion constitue donc le second volet d'une présentation organisée par Silvano Trotta. Et à cette occasion, je vais donc commencer par rendre hommage au travail d'enquêteur de mon ami Georges Mess, qui, au sujet du cas qu'il a investigué et que je vais vous exposer, cela fait écho pour moi à deux éléments qui me concernent directement. Enfin, qui concernent mon activité directement. Tout d'abord, de quel lieu s'agit-il ? Il s'agit de la ville de l'Isle-Adam, dans le Val d'Oise. Eh bien, il se trouve que j'ai eu l'opportunité d'approcher une famille vraiment très particulière, à l'Isle-Adam, précisément. J'ai été mis en contact de cette famille par un de leurs amis qui était un ancien élève de mon école, paraît-il, je ne m'en souvenais plus, et qui avait eu connaissance de mes recherches, et qui m'avait donc mis en relation avec cette famille, que, au départ, je ne connaissais donc ni d'Ève ni d'Adam, comme on dit souvent. Le deuxième élément qui concerne aussi mon activité dans ce domaine, c'est
précisément la nature de ce témoignage réinvestigué par mon ami Georges Mestre. Vous verrez pourquoi j'utilise ce terme réinvestigué. Parce que j'ai eu connaissance et j'ai rédigé un rapport sur un autre témoignage dans le Val d'Oise, mais qui a l'originalité de concerner un événement qui s'est produit le même jour, à la même heure, dans le même département, mais donc dans des lieux différents. J'ai donc ces deux lieux pour deux témoignages différents, mais entièrement synchrones. L'un à l'Isle-Adam, l'autre à Pontoise. Et vous allez voir que ces deux témoignages renferment certaines particularités qui paraîtront anodines pour la plupart des enquêteurs, mais auxquelles j'ai attaché d'emblée la plus grande attention. Vous comprendrez progressivement pourquoi, au fur et à mesure de tout ce que je vais exposer le long de ces présentations. À propos de ces deux témoignages, il se trouve qu'à un moment donné de mon activité extrascolaire, j'avais été sollicité par un type étonnant, Franck Marie, qui était président de la Banque mondiale de données ufologiques. Ce monsieur était déjà un informaticien de très haut niveau et il a réalisé une compilation extraordinairement précise et détaillée de cas survenus dans tous les coins de la planète. Et ce qui a même fait l'admiration de Jacques Vallée lui-même, Jacques Vallée que j'ai la chance de connaître depuis maintenant de nombreuses années. Ce monsieur, donc Franck Marie, s'est intéressé à ces événements qui se sont produits le 5 novembre 1990 en France, date et heure exacte, à la date et à l'heure exacte des deux témoignages précisément que je viens d'évoquer en ce début de ma seconde prestation. Figurez-vous que ce jour-là, le 5 novembre 1990, il n'y a pas qu'à l'Isle-Adam et à Pontoise que des témoins ébahis ont été frappés par la vision de phénomènes aériens extraordinaires. Franck Marie a dénombré 400 témoignages récoltés sur tout le territoire, des témoignages tous aussi différents qu'étonnants, le même jour, à la même heure, 19h. Évidemment, le CNES a été interpellé par cette profusion de récits. Le journal de TF1 a de suite expliqué, je m'en souviens très bien d'ailleurs, que le CNES avait bien une explication rationnelle à propos de ces événements. Il s'agissait du retour sur Terre d'une fusée russe nommée Gorizon 21. Et parfois, c'est vrai, que certains retours d'objets propulsés dans l'espace par les grandes nations, ces objets retombent avec des effets lumineux spectaculaires. Oui, mais la qualité, la variété des témoignages recueillis par maint enquêteurs ne correspondait nullement à une telle description. Ainsi que l'on va le vérifier dans les deux exemples précités et que je vais vous présenter. Au fait, personne
n'a jamais entendu parler du lancement initial de cette fusée Horizon 21 dans les milieux spécialisés. Et nous verrons plus tard comment le CNES est organisé pour, sous prétexte de prise en charge de ces témoignages par l'organisme maigrichon qui lui est attaché, le GIPAN, comment cet organisme constitue en fait un filtre, un écran, dont la fonction finale est de participer, excusez-moi du terme, mais je n'en trouve pas d'autre, à l'enfumage général sur ces questions. Et de cela, j'ai plusieurs preuves, dont une que je pourrais présenter si la nécessité s'en fait sentir. J'ai donc enquêté un peu pour Franck Marie, et figurez-vous que c'est Franck Marie qui m'a orienté vers une enquête que j'ai faite et qui constitue, semble-t-il, aux yeux de quelques scientifiques de ma connaissance, le cas le plus extraordinaire qui ait jamais été investigué en Europe depuis que sont compilés ce type de dossier. Enfin, concernant Franck Marie, il a aussi enquêté sur un cas dont j'étais un des témoins principaux. Vous aurez connaissance de ce cas, pas aujourd'hui, dans la prochaine prestation. Enfin, j'ai su par Franck Marie qu'il avait eu l'opportunité de rencontrer une importante autorité militaire lors d'un repas organisé dans un restaurant parisien. Ce militaire de très haut rang lui avait confirmé que l'armée avait bien compilé le même nombre de cas que ce qu'il avait lui-même trouvé. Parce que dans cette conversation, Franck Marie avait sollicité ce personnage très important pour lui expliquer tout ce qu'il avait trouvé à propos de cette journée particulière du 5 novembre 1990. Et le militaire en question lui a dit « Mais vous inquiétez pas, quand Franck Marie a eu terminé de lui exposer brièvement le sujet et les résultats qu'il avait trouvés, le militaire a souri et lui a dit « L'armée a trouvé le même nombre de cas, ne vous inquiétez pas, on a les mêmes résultats. » Je regrette que Franck Marie n'ait pas pu poursuivre le travail extraordinaire qu'il avait commencé. C'était encore un homme jeune. Quel gâchis. Ces cas qu'il avait recueillis, cela a fait l'objet d'une publication importante, un livre de 515 pages dont voici la couverture. Merci Franck pour ton travail tout à fait remarquable. Revenons donc d'abord au cas de l'île Adam, le premier des deux cas que je vais évoquer aujourd'hui. Ce cas avait été publié dans un journal régional et investigué par un monsieur aussi étonnant que Franck Marie. Ce monsieur, c'est Joël Ménard. Pendant de très nombreuses années, Joël a publié une revue qui fait référence dans le monde de l'ufologie, par le respect et le sérieux qu'ont toujours inspiré cette publication. J'ai eu l'honneur d'avoir quelques-uns de mes dossiers publiés dans cette magnifique revue.
Cette revue s'appelle LDLN, Lumière dans la nuit. Elle s'appelle toujours LDLN, mais ce qui se cache dans ce sigle a été légèrement modifié par sa nouvelle direction. Lumière diurne, lumière nocturne. Elle est seulement accessible, cette publication, par abonnement. Je commence la relation du cas de l'Isle-Adam. Un virage de 300 degrés à 50 mètres du témoin et une accélération foudroyante. C'est le titre du compte-rendu de Joël au sujet donc du témoignage de l'Isle-Adam. Il donne évidemment des détails. De tous les témoignages sur le 5 novembre que Joël a pu recueillir, écrit-il, celui-ci est l'un de ceux qui m'ont le plus frappé. Il est certainement à ranger parmi les plus solides et les plus significatifs. Dans cette affaire, il y a un seul témoin. C'est une jeune femme, Claire de Peuille, qui donc n'a pas requis l'anonymat et qui lui a raconté son expérience le 29 mai 1993 sur les lieux mêmes où elle l'avait vécu 2 ans et demi plus tôt. C'est une femme active et dynamique que sa profession amène à beaucoup voyager et parfois dans des pays lointains. Les 2 filles de cette dame, alors âgées de 6 et 8 ans, se trouvaient en sa compagnie ce soir du 5 novembre. Elles étaient assises sur le siège arrière de la voiture et elles n'ont pas observé le phénomène. Claire de Peuille circulait donc dans l'Isle-Adam, Val d'Oise, suivie de la voiture d'une amie. Celle-ci s'étant trouvée bloquée à un feu rouge, Claire de Peuille décida de s'arrêter pour permettre à son amie de la rejoindre. C'est ainsi qu'après avoir traversé un second carrefour, elle tourna à gauche dans l'avenue des Bonshommes et s'arrêta presque aussitôt. Son regard était alors tourné vers le sud-est. Elle vit d'abord, dans l'axe de l'avenue, ce qu'elle prit pour une étoile filante, puis, l'instant d'après, 2 projecteurs horizontaux, parallèles. Voilà le carrefour, vu vers le sud-est. La voiture était stationnée après la cabine téléphonique. Donc, l'instant d'après, ce qu'elle vit, c'était 2 projecteurs horizontaux, parallèles, se déplaçant approximativement du sud vers le nord. Et presque aussitôt, ces 2 projecteurs, portés par une masse sombre dont elle distinguait mal les contours dans la nuit, tournèrent pour se placer dans l'axe de l'avenue. La chose remonta donc l'avenue, se rapprochant rapidement de la voiture à l'arrêt. La masse sombre, aux contours assez indistincts, pouvait avoir la forme d'un triangle isocèle, rectangle, un demi-carré, le grand côté en avant. Ses extrémités droite et gauche étaient masquées par les arbres bordant l'avenue. Le premier virage avait été pris à environ 300 mètres du carrefour, et soudain, alors que l'énorme objet ne se trouvait plus qu'à une 50aine de mètres de la voiture, il bascula sur sa droite, prenant sur place un virage d'environ 300 degrés, accéléra de façon foudroyante et disparut en direction
approximative de l'Est. Alors, il se trouve que mon ami Georges Mess habite à 4 kilomètres de l'Isle-Adam. Et à la lecture de cette enquête sur un phénomène qui s'était passé si près de chez lui, Georges Mess décida donc, 4 mois plus tard, de rencontrer le témoin de ce phénomène ovni rapproché, si cela était possible. Cette dame accepta de le recevoir. Elle le reçut très aimablement chez elle, un samedi matin, où elle lui confirma le témoignage de son observation le soir du 5 novembre 1990, comme bon nombre de témoins en France. Pendant qu'elle racontait son aventure, Georges a ressenti son émotion qui n'était pas feinte. Il a pu ainsi compléter l'excellente enquête de Joël Ménard sur un phénomène visuel insolite et l'impact psychique de cette apparition sur le témoin. Et comme je vous l'ai déjà sous-entendu, l'impact psychique, ça, c'est pour moi l'un des points les plus importants à retenir. On verra progressivement pourquoi cet aspect est si fondamental. Il est certain que ce soir-là, il s'est passé autre chose qu'une simple rentrée atmosphérique d'un quelconque satellite ou fusée russe. C'est un cas typique de mimétisme du phénomène ovni, car c'est vrai, il faut aussi considérer qu'il y a un grand nombre de témoignages où la rentrée, disons, d'objets que l'on peut identifier est parfois accompagnée d'autres choses absolument non identifiables. Ce complément d'enquête est daté du 18 septembre 1993, non publié sur LDLN, et on va donner donc quelques détails sur cette contre-enquête de Georges Mess. Alors il faut rappeler les faits. Ce soir de novembre 1990, le témoin avait donc arrêté sa voiture à un croisement dans sa rue pour attendre une amie qui la suivait. Moteur tournant, vitre fermée. Donc tout cela a été confirmé. Il faisait nuit donc vers 19h, le ciel était clair, donc sans nuages. L'observation, dont la durée a été estimée à une trentaine de secondes, a débuté en venant de la droite, entre les maisons, comme une étoile filante accompagnée d'éclairs. Une masse sombre avec 2 faisceaux de projecteurs à l'avant a viré à gauche pour se mettre en alignement de l'avenue face aux témoins. La masse sombre, en forme de triangle, de la moitié d'un carré, avançant pointe en arrière, a été estimée aussi grande qu'un avion Boeing 747 en phase d'atterrissage, sans pouvoir être confondu avec un quelconque aéronef, car beaucoup plus lent, très bas et silencieux. Hormis les 2 puissants projecteurs, il ne montrait pas les feux de position habituels. L'ensemble, dont l'envergure dépassait largement les arbres bordant l'avenue, a viré à droite, vers l'est, en s'inclinant dans un virage serré, et a disparu rapidement derrière les immeubles.
La dame en question a tout de suite pensé à un ovni. D'après ce qu'elle en connaît comme tout le monde, a-t-elle ajouté textuellement. Sa première réaction a été d'occulter l'événement par un rejet de l'insolite, tant cette forme de commotion reçue a été puissante. Quelque chose de bizarre, d'inhabituel, dont il ne fallait rien laisser entrevoir aux deux filles qui n'ont rien vu, assises, les deux filles assises donc sur la banquette arrière de la voiture. Toutefois, et là vous allez voir que c'est pas n'importe quoi, une curiosité persistante le lendemain a décidé Claire à interroger par téléphone la tour de contrôle de l'aéroport de Roissy. Une information radio ayant fait en plus état d'observation d'OVNI en Belgique et dans le nord de la France. Eh bien, figurez-vous que Roissy, au téléphone, a confirmé son observation, le phénomène ayant survolé l'aéroport le soir même du 5 novembre 1990, aéroport distant de 26 km de l'Isle-Adam. Claire, d'éducation athée, s'est ensuite tournée vers la religion protestante, a-t-elle expliqué. Mais ça, personne n'a le droit de juger une telle chose. Donc Claire croit en une force directrice, c'est ce qu'elle a expliqué, de nature spirituelle. Bien qu'ayant ressenti une certaine peur après coup, elle reste très intéressée par le phénomène, dans la mesure où celui-ci se présenterait d'une manière acceptable, quand même, c'est-à-dire pas trop irrationnelle ni traumatisante dans l'hypothèse extraterrestre. Elle a depuis lu quelques livres sur le sujet OVNI, mais ne souhaite pas trop s'abonner à une revue comme LDLN, de crainte d'y trouver des récits peu rassurants tels que des enlèvements et autres sévices. George Metz conclut en écrivant ceci. Nous ne pouvons que la remercier pour son ouverture d'esprit et sa franche collaboration à notre enquête. C'est certainement l'impact de ce phénomène intelligent sur notre société qui reste le plus important. Pour un témoin qui parle, combien se taisent, nous ne le savons pas. Et George Metz conclut finalement ainsi, point de vue que je partage totalement, leur esprit à ces témoins en reste imprégné comme une expérience nouvelle qui conduit désormais à considérer les choses autrement que nous les connaissons. Je vous ai expliqué que j'exposerai deux cas concernant ce 5 novembre 1990. Le deuxième cas, c'est donc à Pontoise qu'il se situe, et plus précisément au niveau de la gare de Pontoise. À une certaine époque, j'avais dans mon école un adjoint à qui j'avais confié certains aspects de mon activité extrascolaire. Il se trouve que la maman de cet adjoint était bibliothécaire dans un lycée privé de la ville de Pontoise. Tout à coup, cet adjoint m'expliqua que sa mère lui avait confié un témoignage de ce genre et qu'il avait un point de repère précis pour situer ce témoignage dans le temps, sans rien lui dévoiler. Préalablement, je lui demandais s'il pouvait me situer ce témoignage dans le temps précisément. Rentré chez lui, il questionna sa mère
qui lui confirma date et heure. Sa mère accepta ensuite de me recevoir, afin que je puisse directement comprendre ce qu'elle avait vu, y compris à l'aide d'un schéma que je pourrais élaborer. Ce qui fut dit fut fait. Cela s'était passé le 5 novembre 1990, vers 19h. Et voici la représentation à laquelle, avec sa maman, nous avons abouti. L'objet semblait évoluer en crabe, le long des voies de chemin de fer. La maman se trouvait avec son mari sur la passerelle qui surplombe les voies. Elle le sollicita fortement pour qu'il observe lui aussi cette apparition tout à fait insolite, extraordinaire. Il lui répondit qu'ils étaient pressés et qu'ils n'avaient pas le temps de s'attarder à regarder des bêtises. Ce point est fabuleusement intéressant à mes yeux, car lorsque plusieurs personnes sont impactées par un phénomène de ce genre, il arrive communément que certaines soient neutralisées par ce phénomène, afin qu'elles ne s'aperçoivent de rien, alors que le ou les compagnons de route se révèlent être des témoins très impactés. J'ai vécu personnellement cette situation, je vous en parlerai lors de ma prochaine présentation. Pour le témoin, l'objet avait des contours nets en forme d'ogive. Il ressortait un peu sur le fond nocturne par une sorte de coloration mauve uniforme. Le plus impressionnant étaient deux phares, gros comme deux lunes, qui éclairaient d'une lumière blanche à la fois intense, diffuse et fixe, disposés symétriquement à l'arrière de l'engin, dont la progression était ou paraissait aberrante par rapport à nos critères habituels. Elle ajouta: « L'objet m'a paru assez massif, sans pouvoir donner une idée de son altitude, de ses dimensions apparentes ou réelles. » Voilà donc deux cas parfaitement illustratifs de cette soirée particulière du 5 novembre 1990. Une soirée banale pour le GIPON CNES. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Un grand merci, de toute façon, à Silvano Trotta, dont la démarche d'effacement, pour laisser la parole entièrement libre à des acteurs de terrain, cette démarche est d'une rareté absolue. Et ce qui est rare est cher, dit-on. Merci Silvano. Même si je ne devais pas pouvoir revenir à votre micro, ce que vous m'avez déjà permis de présenter et dans les conditions de liberté que vous m'avez accordées, c'est vraiment une démarche exceptionnelle. 1000 fois merci. Vous êtes un vrai journaliste, au sens le plus noble du mot. Je connais quelques autres pointures de votre dimension, mais vous savez, en France, on les compte sur les doigts d'une main. Donc à la prochaine, si vous le voulez bien.